Aujourd'hui, on va buller. Si, on va buller. Bien sûr que si. Ça veut dire qu'on va parler bande dessinée et on a la chance de pouvoir parler BD avec l'autrice. C'est moi. Flo, qui est ici. Attention, ça va pas être une vidéo qui est entièrement joyeuse, mais on va y aller joyeusement et tranquillement. On va parler, ça va être un peu le trigger warning maintenant ici, de violences sexuelles et sexistes. Et sexiste. Et sexistes, mais aussi de comment on raconte tout ça en bande dessinée et comment ça peut se passer. Oui. Vous êtes prêts? On y va. Flo, je vais peut-être commencer par te présenter un peu. Excellent. Bah alors c'est compliqué de te présenter en fait parce que tu fais tout. C'est parfaitement faux, par exemple, je dessine très très mal. Peut-être que... alors non mais tu as été modèle, tu l'es encore un peu de temps en temps. De temps en temps pour les amis. Ouais. J'ai été comédienne, je le suis Ça, encore un peu de temps en temps. Incroyable. Bah, non mais ça sert à ça aussi de faire des vidéos. Je suis un peu photographe et principalement j'écris pour le jeu vidéo et pour des livres et apparemment pour de la BD. La BD. La BD. On la présente tout de suite. Florence Rivière et Steren, tu n'auras pas mon silence. Attends, là, faire un sourire, c'est pour la miniature. On est chez la Marabout. C'est la Marabule. C'est la collection BD de Marabout, ça? Exactement. Dont la ligne éditoriale est hyper différente de Marabout. Ce qui est très drôle. Tant mieux. Oui. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé le passage à Marabule. J'ai trouvé que c'était très joli comme nom de collection. Oui. Alors avec un... Alors pourquoi tu t'es mis à faire une BD alors que tu as fait plein de choses avant? On va quand même alors tout ce qui est dans tes mains n'a pas été fait avant la BD. Ah, tout n'a pas été fait. Ben, on n'a qu'à présenter ça et comme ça permettra de se D'accord. centrer sur la BD. Ton premier livre? Alors ça c'est mon premier livre, du coup ça s'appelle L'art de la pose, c'est un essai sur le rapport au corps et à l'image à travers le prisme de mon ancienne activité du coup de modèle photo. On en parlera peut-être ou pas, je sais pas. Ça, c'est un zine que j'ai sorti récemment, mais avec des nouvelles qui ont été écrites avant la BD, effectivement, et qui partagent un thème qui sont les violences médicales. C'était vraiment le bon moment pour sourire. Oui, ça. Ça, ce sont des poèmes. Hein, c'est un recueil de poèmes en anglais qui, principalement, date d'avant la BD, je crois. Oui. Oui, la réponse est oui. Et ça a été publié? Je l'ai auto-publié. Tu l'as auto-publié. Et ma question c'était plutôt avant ou après? Avant. Avant la BD. Avant la BD. Alors ça, du coup, c'est un roman d'anticipation young adulte que j'ai écrit avant la BD, mais qui vient de sortir avec cette superbe couverture. Et... Non mais enfin c'est quand même dur que... Enfin t'en fais beaucoup quoi. Oui, bon... Bon, et là, j'ai pas tout écrit, c'est une anthologie de poèmes et de nouvelles dans laquelle j'ai une nouvelle. Oui. Je vais mettre les références de tout, de toute façon, en description, tes réseaux sociaux, enfin, comment on peut suivre tes actualités. Incroyable. Bah, non, mais c'est important, quoi. Oui. Et cette bande dessinée qui est sortie il y a quelques mois, là. Le 29 mai? Ouais, tu vois, je crois, un truc comme ça. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Alors, bon, voilà, qui parle de violence sexuelle, mais qui parle surtout de pas seulement de ce qui s'en vit, mais de la façon dont ça se vit sur un terme plus long. Oui. Et alors, d'où c'est venu? Comment tu en es venu à en faire une bande dessinée? C'est quoi l'histoire de Tu n'auras pas mon silence? Alors l'histoire de Tu n'auras pas mon silence, c'est que j'ai vécu tous les événements et plus qui sont dans Tu n'auras pas mon silence. C'était assez désagréable. Would not recommend. Et il y a des trucs qui se sont produits qui étaient vraiment des dingueries absolues et je me disais mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose avec ça. Enfin franchement si j'ai que du writer's material avec ça il faut l'utiliser quoi. Alors on va quand même le traduire un peu. Writer's material ça veut dire finalement du matériel de la réaction, de l'ensemble de symptômes et donc qu'est-ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'en fait tu as déjà finalement l'œil d'auteur qui prend une distance sur l'histoire vécue pour en faire de l'histoire racontée. Oui. Voilà. Non mais moi je suis là pour ça. Excuse-moi pour les petites interruptions. Non, t'inquiète pas. Public. Public. Ouais, et du coup, je me disais, il faut que je fasse quelque chose avec ça, mais je savais pas trop. Est-ce que c'est un scénario? Bon, ouais. En fait,
J'ai pas du tout envie de me lancer dans l'audiovisuel français, c'est tellement fermé. Est-ce que c'est un roman? Alors à l'époque, je suis tout jeune auteurice, vraiment, et du coup je me fais une réflexion qui est bête, qui est non mais écrire des romans je sais faire, en fait c'est faux. Et donc il faudrait qu'il y ait un challenge. Alors en réalité ça m'a fait beaucoup de bien de le faire en tant que BD parce qu'effectivement il y a cette espèce de challenge technique qui vient se rajouter, qui est pas la même chose qu'écrire un roman. Donc en fait, du coup, ça me permet de me prendre une distance, ouais. Tu as eu une envie de faire quelque chose de nouveau avec ce qui pour toi commençait à être de l'ancien en termes biographiques. Ouais. Et ayant déjà fait des romans, il te fallait autre chose. C'est un peu ça. Enfin, non, mais pour essayer de voir. Et donc en fait, avec cette idée de transformer la mer en or, quoi. Ouais. Alors pas en cache-monnaie, mais d'en faire une création, quelque chose qui va être nouveau, en mode alchimique, quoi, peut-être plus. C'est ça. Et d'ailleurs, la rencontre avec Steren a été entièrement fortuite. Je suis juste allée à un workshop de scénario BD qui était donné par Marie Bardot-Vaillante. Je sais jamais dire son nom. Pardon Marie. Parce que ça m'intéressait de voir comment on faisait, etc. Et en fait, Steren était à ce même workshop et on avait un peu pitché nos projets. Moi, j'étais arrivée avec les mains dans les poches, donc je me suis dit, bon, bah, je vais faire tous les exercices avec cette histoire-là. De toute façon, je voudrais en faire quelque chose. Ouais. Et Juliette est venue me voir quelques mois plus tard en me disant, hey, est-ce que tu veux continuer ton projet de BD? Parce que si t'as pas de dessinatrice, perso, j'existe. Ah ouais, et donc ça s'est fait très très naturellement, en fait. Donc, rencontre... quand même dans une démarche qui est ouverte, quand on est en train d'essayer de se former en réfléchissant à une idée, à ce qui peut se passer, bon, on n'est pas en train de pitcher dans l'ascenseur en mode vous avez 3 minutes pour votre projet de start-up, hein. Oui. Mais c'est quand même une rencontre qui est légèrement aiguille. Non mais ça c'est quand même important parce qu'en fait, par exemple aller à des ateliers d'écriture, là, de scénario BD, etc., ça n'est pas que écrire pour soi en fait, c'est entrer dans des réseaux de sociabilité qui amènent ou pas des choses. Mais moi ça c'est quand même ça je sais que c'est des choses qui peuvent plaire aux gens qui regardent, enfin qui peuvent avoir besoin de l'entendre ou envie de l'entendre. Ah oui, donc on va le dire, hein, ça marche. Déjà ça marche, et en plus moi j'ai envie d'ajouter un truc que je subis dans le jeu vidéo, parce que je travaille dans le jeu vidéo aussi, qui est l'espèce de conviction française qu'on écrit parce qu'on est touché par la grâce et que c'est pas un métier qui s'apprend et se travaille et pour lequel on peut être formé. Ça fait énormément de mal dans les milieux créatifs parce que du coup tout le monde se dit l'écriture c'est bon, tout le monde peut le faire, donc on va couper ce poste de dépense, du coup après c'est nul. Désolée, hein. Non, il y a des conditions matérielles d'existence, hein. Ouais, voilà. Et ouais, c'est quand même important d'essayer de se former, je pense. Même tout n'est pas accessible, hein. Je suis pas en train de dire que tout le monde doit aller se payer les 2 ans de formation au CEA, mais... Je sais pas ce que c'est le CEA. C'est le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle. Ok. Il forme des scénaristes télé principalement. D'accord. Voilà, non, mais comme ça c'est plus clair. Mais ouais, ce que je... C'est-à-dire que je suis pas, quoi. Non. Pas du tout. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire, mais en gros, je voulais dire que je me formais le plus possible. Non, mais de toute façon, là, les gens qui suivent régulièrement la chaîne le savent. Je conseille régulièrement des ateliers d'écriture avec soit gratuits, soit avec des prix qui sont quand même pas forcément hyper chers. Ceux de François Bon, ceux de Laura Vasquez. Il y a des livres. Alors moi, j'avais beaucoup aimé, il est là-bas. Il faudra que je fasse un jour une vidéo dessus. Le nouveau magasin d'écriture du Baradad. Enfin, ouais. Il y a des choses qui peuvent se permettre de se rappeler qu'il y a quand même une part de métier et qui sort de l'inspiration. Il y a énormément de problèmes à toute la question de l'inspiration qui sont d'ailleurs pas seulement ceux de la matérialité, des ressources allouées ou non à ces postes-là, mais qui vont aussi être que les gens qui écrivent peuvent se la péter un peu de manière outrancière et que c'est dommage. Oui. Voilà, et que le métier c'est du métier, c'est-à-dire c'est de la pratique et plein de choses. Et puis du métier, c'est ce qu'on évoquait à l'instant, ce sont aussi des rencontres. C'est vrai. Donc tu rencontres Steren. Je rencontre Steren. Elle te réécrit ou elle t'interpelle. Elle m'interpelle. Moi je suis sur le point de partir en Biélorussie, donc je lui dis franchement oui, mais peut-être pas tout de suite. Et elle me dit tranquille. Elle a vraiment dit tranquille, c'est pas vrai.
Là, c'est ma première année d'études. J'aimerais bien le proposer en projet de fin d'études et du coup, ça te laisse le temps de revenir de Biélorussie. Finalement, ça n'a pas été... en gros, le truc, c'est que le projet de fin d'études, Delcourt choisit toujours un projet de fin d'études de l'Académie Brassard-Delcourt. Ça n'a pas été le nôtre, mais on a continué. On a itéré sur des versions du scénario. À la base, il y avait beaucoup plus de fiction. Dans ce projet. Donc ça veut dire qu'au niveau du scénar comme du dessin, vous entrez en collaboration avec des retours réciproques qui influencent autant le dessin que le scénar. Et toi en plus tu apprends à écrire un scénario, tu écris déjà mais pas de scénario de BD quoi. Ouais. Donc faut tout apprendre quoi. Bah alors pas tout mais faut apprendre. Ce qui m'a beaucoup aidé c'est que j'avais fait une web série avant. Ok. Et toi, je veux dire, et ça on l'a pas montré. Oui, c'est vrai. Non, mais elle est pas si bien. Enfin, donc on la montrera pas. Non, mais elle est drôle, mais c'est pas. Enfin, c'est une œuvre de jeunesse. Mais en faisant ce truc-là, avec plein de gens, tout le monde était bénévole, voilà. Et puis, comme c'était mon projet, j'avais 12 casquettes. Hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, mais less is more, le fait d'avoir peu de moyens, ça amène aussi. Ça peut amener de la créativité. Il faut en tout cas pas se freiner sur le manque de moyens. Si on veut le faire, on peut faire des choses. C'est vrai. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'un scénario de BD, c'est un petit peu, en termes audiovisuels, entre un scénario et un découpage technique, donc la liste des plans qu'on va filmer. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé d'avoir fait de l'audiovisuel juste avant, même en amateur, même en... Voilà. Parce que, du coup, j'étais un peu plus familière avec réfléchir à comment est-ce que je vais cadrer l'action. Ok, donc entre la photo et donc cette expérience de web-série, l'idée d'un cadrage, donc de d'où on va regarder, de comment se place le regard qui oriente la case, et tout ça, ça va arriver. Après, peut-être que la question de la structuration en planche n'est pas là une nouvelle. Là, c'est nouveau, ouais. Mais ça mène quand même des ensembles, et puis... avec après, on va quand même le dire tout de suite, il y a eu quand même quelques planches qui sont vraiment des compositions au centre. Alors celle-ci, elle est très chouette, mais... c'est pas plutôt vers la fin? Ouais, si, je pense. Alors attends, de toute façon, prendre les choses à l'envers, voilà. Mais non, mais moi je pensais, tu vois... Ah, j'adore celle-là. Tac, là, on voit qu'il va y avoir vraiment des effets de composition dans certaines. Et d'autres planches ont un format plus traditionnel, j'ose pas dire franco-belge parce que c'est pas non plus exactement ça, mais en tout cas où on va voir ce qu'on appelle le gaufrier. Ouais. Puisque j'adore les gaufres et tout le monde le sait, de manière plus... pas complètement classique d'ailleurs quand on regarde, parce que le vrai gaufrier, c'est vraiment en gaufre avec des cases qui sont toutes de la même forme. Là, c'est pas le cas. Là, on a vraiment, là, par exemple, ici un panorama, là, des cases plus verticales, alors que là, on aura 2 horizontales, ici 2 plus petites. Donc, en fait, là, on n'a aucune case. Enfin, si on a 2 cases qui sont les mêmes, mais aucune ligne qui est identique. Et ça, c'est quand même des questions de composition qui sont autant, il faut quand même le dire, c'est pictural autant que narratif, ça. Et donc ça, c'est peut-être plus le travail de Steren, ce moment-là, de la composition en planche. Non, mais il faut quand même le souligner, quoi, parce que c'est quand même des choses qui sont importantes. On l'a aussi sur une planche comme celle-ci, avec... Ça, c'est moi, pour le coup. Voilà. Ça, tu veux nous le raconter, par exemple, comment t'en viens à ça ou du coup, comment j'en viens à ça? Pardon, j'ai posé ma tasse. En gros, ce que je voulais, c'était juste un peu plus haut. Oui, pardon. Ouais, ce que je voulais là-dessus, c'était montrer les nuits d'insomnie qu'il peut y avoir et le fait de... on se retourne les choses dans la tête, on essaye de faire du sens et en même temps, il y a ces souvenirs du mec qui est complètement doux alors que la seconde d'après, il nous gueule dessus, etc. Et en fait, ces images, elles persistent et elles habitent notre esprit alors que même quand il n'est pas là, et du coup, on n'a même pas de repos à ce moment-là. Donc, d'où le fait que j'ai demandé Pardon. Attends, remets-le. Ouais. Parce que... Donc là, t'as proposé ce format grande planche et petite case autour. Ouais. Parce que, enfin, là, si on le traduit en termes de narrato, de texte textuel, ça va donner quand même l'image d'une espèce de présent étendu ou d'itération. Il y a ça aussi, ouais. Avec ces différents moments qui vont donc se répéter. Donc on a un ressassement au milieu d'une nuit spécifique d'insomnie, mais aussi la répétition de ces nuits d'insomnie qui est suggérée en une seule planche. Et ça, c'était vraiment le projet. C'est vrai. Et donc... Tu le dis beaucoup mieux. Ça me permet... Bah ouais, je suis prof de français. Hein. Personne n'est parfait, mais j'ai quand même ce talent-là. J'adore. Que voulais-tu dire? Je suis en train de m'auto-jeter des fleurs et ça me désole. Je me sens trop bête. Ne la remerciez pas, c'est son métier.
Et donc là, en fait, tu pars d'un temps vécu, et avec cette réflexion, donc comment le représenter en narration, et donc comment représenter un ressassement, et c'est finalement tout le projet de Tu n'auras pas mon silence. Oui. Et donc là, peut-être qu'on peut parler plus spécifiquement de l'histoire qui est racontée dans le texte, si... Oui. Voilà. Oui, pardon, oui, c'est moi qui parle. Pardon. Oui, du coup, moi ce que j'ai... alors, comme je disais, il y a eu plusieurs itérations du projet et j'ai fini par m'arrêter sur le fait de commencer l'histoire au moment où, apparemment, l'histoire d'amour s'arrête. C'est-à-dire, il vient d'y avoir séparation, Marie, elle va pas très bien, mais on pourrait se dire quand même, ouf, c'est fini, on va assister à une reconstruction, et en fait, l'emprise continue. Alors attends, on va le redire parce que je suis pas sûre que tout le monde ait bien saisi. Donc le récit de la BD, il commence à un moment où en fait une histoire d'amour, avec des guillemets, De couple. une histoire de couple, c'est pas mal une histoire de couple, Une histoire de couple, c'est plus ça. Hein. a déjà commencé ou même semble s'être achevée et donc on a l'impression qu'une nouvelle histoire arrive. Donc on commence in medias res et on est d'autant plus in medias res que en fait ce qui était rompu ne l'est pas. Et oui. Et donc là on arrive à par voir ce qui est une emprise. Exactement. Une emprise qui est je vais dire cultivée pour faute du mot que je cherche. Entretenue, merci. Elle est prof de français. Ouais, donc une emprise qui est entretenue par l'abuseur, la première scène de la BD, on peut le dire, hein, la première scène de la BD, elle vient de poser dans un atelier de photos, ils sont plus ensemble, il a aucune raison d'être là, et il arrive en disant « Ah, je viens te ramener à la maison !» Voilà. C'est-à-dire très concrètement, l'illusion d'un couple alors qu'il n'y a pas de couple. C'est ça. Et donc il y a comme si il y a une dissonance, un écart entre ce qui est censé être, entre la réalité et ce qui est dit, et les actions qui vont avec, de la part de cet abuseur. Et donc cet écart, il est immédiatement commenté comme une incompréhension. On va peut-être le montrer à l'écran, ça en plus, parce que... Tu veux la planche, cette planche-là là Ouais, parce que donc les deux personnes partent ensemble. En taxi. Et à ce moment-là, un rapprochement s'opère. À l'initiative de l'abuseur. À l'initiative de l'abuseur. Et au moment où ce rapprochement commence à s'opérer davantage, au moment où elle commence à répondre, en fait. En réciprocité démarrante, quoi, ou redémarrante, ouais. Boum, gros râteau, quoi. Ouais, alors que, enfin, vraiment, c'est lui qui a commencé à lui respirer les cheveux et à rapprocher sa tête, et elle a juste levé le menton pour aller répondre à son langage corporel, et là, il lui dit on est séparés, je te demande de respecter ça, c'est un vrai truc qui est arrivé, quoi. Et ça, c'est donc un moment où on voit au niveau du coup ce qu'on peut appeler le gaslighting. Oui. C'est-à-dire le gaslighting, c'est le fait d'enfumer quelqu'un. Ça vient du film Gaslight. Il y a eu un essai il n'y a pas longtemps d'Hélène Frappa sur le gaslighting, mais c'est un concept qui est plus ancien. C'est le fait de transformer la réalité et qui passe aussi par l'inversion de culpabilité. Oui. Et là, a priori, il pourrait ne pas y avoir de responsabilité. C'est-à-dire que là, en fait, ce qui est initié par ce personnage et reproché au personnage de la jeune femme. Et oui. Qui s'appelle Marie. Et donc ça, c'est le départ... là, on est vraiment dans un moment où on voit que quelque chose ne fonctionne pas et est extrêmement déstabilisant. C'est vrai qu'il nous manque un peu d'avant à ce moment-là pour comprendre. On n'a pas encore l'après. En revanche, on est vraiment immédiat stress, c'est-à-dire on commence à être au cœur des choses. Alors là, clairement, si vous n'avez pas envie de lire sur les relations de couple toxiques, c'est le moment où vous savez qu'il faut fermer la BD, quoi. Ouais. Voilà. Si par contre, là vous commencez à reconnaître un schéma ou que vous êtes interpellé de manière ou d'une autre, je vous conseille vivement de lire la suite. Et pourquoi avoir choisi cette scène-là pour débuter ? Tu te souviens comment c'est venu ? Parce que ça aurait pu être la première rencontre, Alors j'avais commencé à faire des trucs avec la première rencontre, mais en fait c'était juste pas la même BD, c'était plus une BD de comment l'emprise s'était installée. Et moi déjà ça a déjà plus ou moins été fait. Et je me suis demandé c'est quoi que j'ai de spécifique dans mon histoire. C'est quoi mon truc que je veux dire. Et c'est très important de se poser ces questions-là, les abonnés.
Qu'est-ce que je veux raconter? Ouais, enfin, en gros, c'est quoi mon truc spécifique à cette histoire qui a été vécue par des milliers de personnes, et qui l'est encore malheureusement. Et en gros, mon truc spécifique, je me suis dit, c'est que j'ai été ce qu'on appelle une mauvaise victime, parce que je l'ai laissé revenir, parce que même il y a des moments où j'ai voulu qu'on se remette ensemble, parce que je faisais des crises d'angoisse et personne me disait que c'était des symptômes de stress post-traumatique. Du coup, je me disais, bon, bah si je fais des crises d'angoisse, c'est qu'il me manque, donc s'il me manque, ça veut dire qu'il faut réparer les choses, etc. Enfin, et puis c'est aussi une relation d'emprise, donc et c'est une relation d'emprise. Vraiment. Voilà. Il faut quand même le dire. Oui, oui. C'est pas juste une mauvaise interprétation des signes. C'est ça. C'est aussi que ces signes sont là, quoi. Et puis parce qu'il y a dans les relations de ce type, il y a aussi des phénomènes de dépendance et qui vont activer la dépendance affective. Et donc cette dépendance, il faut vraiment le voir comme alors c'est un mot qui est quand même un peu discutable, mais comme un junkie. Enfin, on est en manque. Bah, je suis vraiment d'accord. Je l'ai écrit d'ailleurs. C'est écrit dedans? Ouais, c'est écrit dedans. C'est ça que ça me vient alors. Alors, c'est écrit dedans et vraiment, alors ça c'est un truc que j'ai théorisé du haut de mes estimations au doigt mouillé, mais que j'ai théorisé en observant une autre personne dans une relation d'emprise très très similaire à celle que j'avais vécue quelques années plus tôt. Et je me suis dit, mais en fait, ce qui se passe réellement, c'est que cette relation, elle est jamais au milieu, elle est toujours très haut ou très bas, et du coup, ton cerveau est saturé de dopamine tout le temps. Et quand tu t'éloignes, ton cerveau, il demande quoi? De la dopamine. C'est très dur d'aller juste vers le stable, le confort. Alors, là, ça va être un conseil plus de psycho, intersubjectif, quoi. Globalement, si tout est toujours intense, c'est quand même qu'il y a un problème. Oui. Fun fact. et non, mais c'est... ça m'avait marqué il y a des années dans une story de queer chrétienne, où elle disait qu'il y avait cette dimension de dépendance, hein, vraiment ouais. à la passion, à quelque chose qui va être passionnel et potentiellement toxique, parce que en fait il se passe vraiment des choses, quoi. Et donc c'est quand même vraiment intéressant, on va vraiment ressentir, et dans le moment de latence après on peut se sentir un peu mort. Voilà. Mais en fait c'est possible que des choses soient simples. Et ça, voilà, ça peut... je vous renvoie aussi au livre Pour en finir avec la passion, qui est plutôt sur les classiques, qui est sorti chez Amsterdam. Voilà, mais ça peut aider à comprendre ça. Ce qui est d'autant plus compliqué, notamment en contexte occidental, qu'on a l'impression qu'il faut qu'il se passe des choses. Oui, on a... Vraiment, si c'est juste tranquille, si les choses vont juste bien... les gens autour souvent vont nous dire c'est pas l'ennui qui est en train de s'installer. Non, des fois on est bien. Non, des fois on est juste bien. Ouais, c'est bien le confort. Hein. Non, c'est ok de se reposer en fait. C'est ok de pas être en burn-out relationnel sans cesse. Et donc là l'idée c'était d'entrer en fait dans le vif de cette dépendance affective. C'est ça. Et en plus, j'ai un peu choisi cette scène parce que ça me permettait de faire d'une pierre deux coups et d'introduire l'activité de Marie et qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie. Et donc ça, c'est quand même important. Et ça, c'est un peu du procédé narratif. J'ai 136 planches. Il faut que les gens comprennent qui est qui très vite. Et c'est l'avantage d'un dessin par rapport à un texte, c'est qu'il peut y avoir des seconds plans, etc., pour faire entrer un détail, être évocateur, suggestif, etc. Mais enfin, c'est quand même pas tant que ça, en fait. Ouais. Non, mais c'est une vraie question, parce que quand tu mentionnes dans un texte, tout est quand même globalement au même niveau, et c'est dur de retrouver cet effet de plan, en fait. Ouais, c'est vrai. De comment... c'est un travail supplémentaire de les faire apparaître. Et en vrai, c'est possible de mettre des détails qui passent inaperçus parce que les gens sont pas attentifs en lisant. Mais, et notamment sur les BD sont souvent lus vite. Mais voilà. Et donc, Marie est modèle, ce qui est quand même aussi un métier intéressant, et dans le cadre d'une bande dessinée, et dans le cadre de cette relation, parce que c'est un métier qui est souvent ramené à celui d'une certaine passivité et à un goût pour l'image ou à un genre de superficialité, en plus d'une passivité. C'est hyper intéressant ce que tu dis, on va y revenir après d'ailleurs. Mais ouais, c'est... Et en plus, le fait d'être modèle parfois de nu, il y a encore et toujours une espèce de relation à la sensualité et à la sexualité qui est complètement absente en réalité chez les modèles... on ne fait pas du tout ce lien-là. Mais qui, dans l'esprit des gens... Enfin, voilà, elle pose nue, c'est une salope, quoi. Oui, qui est projeté. Dans les choses. Voilà.
pas vrai, hein, c'est pas ça, c'est faux, c'est les gens qui pensent ça. Et donc il y a comme une cristallisation autour du métier, de ce que peut signifier d'être modèle, et donc de cette dimension de mauvaise victime, qui est aussi finalement figée et enfermée dans cette espèce de case, je vais le dire puisqu'on est en BD, de fille de mauvaise vie, en plus de cette case de elle est même enfermée dans un couple qu'elle n'a pas décidé, une vie qu'elle n'a pas décidée, et elle se retrouve à répéter et à avoir une marge d'action extrêmement réduite en permanence. Ouais, parce que en fait, dès qu'elle fait le moindre geste, il peut exploser. Et même si c'est pour la raison inverse de ce qu'elle a fait la veille. Et en fait, il n'y a pas de logique dans ses actions. Et elle passe un temps fou à essayer de savoir, ok, quelle action engendre quelles conséquences. Et en fait, les relations de causalité n'existent juste pas. Elles changent tout le temps, les règles du jeu changent tout le temps. Elle ne peut tout simplement pas gagner. Et gagner, en l'occurrence, c'est éviter de se faire maltraiter. C'est même pas... Donc là, en fait, c'est une relation de couple qui est sans réciprocité réelle, sans loi, qui est le règne de l'arbitraire, de l'un sur l'autre. Et en même temps, on va quand même peut-être le dire aussi, cette bande dessinée, elle commence in medias res sur ce début d'une scène, mais elle va mener des réactions, une évolution progressivement du personnage de Marie, évolution qui passe par des retours en arrière. Donc ça c'est intéressant parce que c'est comme il y a des allers et retours dans les termes de dépendance dans les relations de couple, mais aussi c'est en fait la remémoration, qui n'est pas qu'un retour en arrière, qui n'est pas qu'un échec, qui est aussi une remémoration qui permet une compréhension, une théorisation de la situation. Et là en fait on a deux histoires qui s'intercalent, des histoires, donc cette histoire d'évolution qui s'intercale avec les souvenirs et avec des codes couleurs un peu différents. Est-ce que c'est clair quand je le présente comme ça ? Je pense. Genre ça par exemple, c'est tout bleu, c'est un souvenir. Pour les mots bleus. Tout était. Il lui dit pas les mots bleus là, hein. Il lui dit autre chose. Et j'avais vraiment le bleu de l'hématome. Après, c'est pas forcément une relation de violence physique en tant que coup, mais on a de la violence sexuelle. On a de la violence sexuelle. Et beaucoup de violence psychologique. Ouais. Alors pour la petite histoire, il y a eu des coups, mais en fait seulement 2 fois. Et du coup, j'ai décidé de ne pas les mettre dans la BD parce que j'avais pas envie que les gens se focalisent là-dessus en disant ok, il l'a frappé, c'est objectif, on comprend. Moi, j'avais envie de... En fait, j'avais pas envie de donner cette clé de lecture simple aux gens parce que c'est pas une histoire qui est simple, c'est une histoire... Enfin, ça a été extrêmement difficile d'aller porter plainte parce que les flics comprenaient pas que c'était un viol. Et je pense que j'avais envie de faire quelque chose de très sincère et d'aller... ça va être mal dit, mais d'aller creuser dans mes défauts et dans les choses que j'avais mal faites et que j'aurais pu mieux faire. Enfin, en fait, j'aurais pas pu parce que j'ai clairement fait de mon mieux avec ce que j'avais, à savoir l'emprise. Et je pense que le fait d'insérer cette gifle qui normalement arrive au moment du Pikachu, ça aurait rendu les choses trop faciles pour les lectrices. Ouais, parce que c'est le... Et encore, quand tu penses à Caténins, il y a des moments où on va te ramener ça à une ponctuelle, etc. Alors que ça n'est pas ce qui... C'est tellement faux. Voilà. Mais donc là, l'idée, c'est de montrer... en fait, finalement, aussi... Tu vas me dire si je me trompe ou pas, enfin, ou rebondir surtout. Ouais. La complexité de ce qui se passe quand on le vit et quand on se le remémore. Et ce sont deux complexités différentes. C'est vrai. Donc en fait, il y a l'histoire de ce qui est vécu et l'histoire de la compréhension de ce qui est vécu. Et je pense que c'est hyper important parce que quand on est en train de le vivre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est tellement bombardé d'informations contradictoires qu'à la fin, notre cerveau, il a juste pas l'espace disque nécessaire pour tout traiter. C'est-à-dire que le gars, dans une seule phrase, il va dire 3 trucs qui sont des dingueries. Peut-être que tu vas avoir le temps d'en répondre à une, mais du coup, les 2 autres sont passés. Et ça infuse dans ton cerveau et à la fin tu finis par arriver à des situations où tu as l'impression que c'est toi qui l'as rendu comme ça, qu'il a raison de te traiter comme ça, que c'est ta faute quoi. Là tu penses au phénomène, enfin au moment où
une personne violente peut reprocher à la personne maltraitée sa propre violence et se dire victime du fait d'être violent. Oui. Donc, parce que faut le dépioter, hein, parce que c'est quand même assez difficile à reprendre et à comprendre, parce qu'en fait, ce sont des choses qu'on va avoir tendance à intérioriser, enfin, on va avoir tendance à se remettre en question pour voir si c'est juste ou pas. Et là, en fait, ce sont effectivement les alternances entre la remémoration et d'autres étapes qui vont être de sortie d'emprise et ou de répétition, parce qu'en fait, même dans la répétition, on peut avoir des moyens de repérer une répétition et donc un pattern, que quelque chose peut se produire, en fait. Je sais pas comment réagir à ce que tu viens de dire. Ça t'avait l'air d'être juste. Oui. Donc on peut continuer. Ok. Je croyais que je devais rebondir maintenant. Non, je sais pas. Tu vois, oui, ouais, ça va. Ok. Moi aussi, ça va. Je reprends un peu mon souffle. Alors, donc ça fait que c'est une BD qui est pas très facile à lire. On en discutait tout à l'heure. Et en même temps, qui est peut-être faite aussi pour être lue d'un coup. Ouais, vraiment, parce que déjà, si on arrête au milieu pour faire une pause, on est dépité. Enfin, je pense qu'on est mort. Alors que, normalement, si j'ai bien fait mon travail, quand on finit, on sort plutôt par le haut. Pas en mode hyper joyeux, mais plutôt colère saine, un peu sororité. C'est pas une BD feel good. C'est pas une BD feel good, on peut pas le dire. Non, on peut dire que c'est une BD feel better. C'est une BD... Oh, j'adore. Je l'invente là, mais je pense que ça marche bien. C'est la bonne BD à faire lire à ton amie dont tu voudrais qu'elle quitte son mec. Et pour essayer d'avoir des phénomènes de reconnaissance, de compréhension. On rigole, mais c'est vraiment arrivé. Et ça a marché. C'est vraiment la meilleure chose que j'ai entendue. Et ça a marché, tu sais. Ouais. Ah, c'est pas si mal. Elle l'a quitté et elle allait porter plainte. Alors, je pense pas du tout que c'est que grâce à la BD, mais vraiment, quand on m'a dit ça, j'ai fait waouh. Ça veut dire qu'il y a des choses qui fonctionnent. Le job a été fait. Je n'ai pas besoin de plus. Alors, tu parlais là rapidement de sororité. Alors, je pense qu'on peut reprendre la couverture avec un collage. Un collage. Un collage, mais pas n'importe quel collage, enfin. Que s'est-il passé? As-tu rencontré le féminisme? As-tu rencontré le féminisme? Qu'est-ce qui se passe exactement pour arriver? Ça, c'est un collage féministe. Oui, merci. Alors, on a galéré sur cette couverture. D'ailleurs, le premier projet de couverture s'était basé sur cette image-là. Et finalement, on s'est dit, maintenant que le titre c'est Tu n'auras pas mon silence, c'est pas assez combatif comme couverture. C'est quoi l'histoire des titres? Ah ouais, alors à la base... Mais alors, il faut revenir à la toute base. Le titre de travail de ce bouquin, c'était Argile. Et c'était... Comme le golem? Non, comme le Pygmalion. Ok. En gros, je faisais un truc vachement sur le syndrome du Pygmalion. Et comme je disais, la première version, c'était moitié vécu, moitié une espèce d'histoire de tueur en série / sculpteur. Et du coup, il y avait deux méchants qui représentaient chacun... En gros, le sculpteur représentait ce que mon violeur aurait voulu être et le mec était juste ce qu'il était. Et en vrai, c'était pas inintéressant, mais enfin bon, bref, ça n'a pas marché. C'est notre histoire. C'est une autre histoire. Mais donc, c'est vrai que c'est de là que vient ce projet-là. Et ensuite, pardon, je te coupe ou pas? Quand tu dis le tueur, c'est-à-dire finalement qu'il aurait peut-être même voulu être beaucoup plus méchant que ça? Ah oui. Ouais. Oui. D'ailleurs, des informations que j'ai eues, la vraie personne prend ses victimes de plus en plus jeunes. Donc c'est super. Parce que c'est pas quelqu'un qui rajeunit, hein. On n'est pas dans le portrait Dorian Gray. Hein. C'est pas Dorian Gray. C'est Dorian Gray avec les temps gris. Tout est terrible. Oh, c'est un de jeux de mots foireux. Ouais. Non, mais ouais, en gros, il a fait 9 ans de différence, puis 13 ans de différence, puis 15 ans de différence. C'est une personne saine. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, on était en train de se galérer pour trouver une image de couvre. Et vraiment, on n'arrivait pas. Alors, je suis vraiment hyper intéressée par l'histoire de tueur. Comment tu en es venue à quelque chose de plus réaliste? J'ai discuté avec des gens qui m'ont donné des conseils qui n'étaient pas toujours très bons, mais qui m'ont aidé quand même à voir ce que je voulais pas faire. Par exemple, c'est hyper important. C'est vrai. En fait, je pense que c'est un skill très très particulier de pouvoir faire des retours aux gens, parce que la plupart des gens à qui on demande de faire des retours vont juste te dire comment eux auraient fait un truc, et pas te donner des clés sur comment rendre le projet tel que toi tu voudrais et devrais le faire.
Donc ça, c'est hyper Ils différent. partent d'eux et pas du texte, quoi. C'est ça. C'est ça. Et voilà, il y a des gens qui m'ont suggéré, par exemple, d'aller à fond dans le côté polar, justement, de complètement laisser tomber la réalité et de juste faire une histoire de tueur en série. Et moi, j'ai fait non. C'est un projet. Vraiment pas. Ouais. Et par contre, il y a quelqu'un qui m'a donné un bien meilleur conseil. Et en gros, ce conseil, c'était va chercher la merde au fond de toi. Enfin, c'était pas formulé comme ça, mais c'était vraiment ça. C'est le conseil alchimiste, quoi. Ouais, vraiment, hein. Et je me suis dit, mais oui, il a raison. C'est un homme en plus. Ah, mais il n'y a pas de raison. Trop bizarre. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a laissé tomber le tueur en série et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce projet où tout est vrai. En fait, il y a des choses qui sont un peu fictionnalisées dans le sens où certains événements ne se sont pas passés dans l'ordre où je les ai mis parce que la narration, à un moment, doit prendre le relais. Il y a des personnages secondaires qui ont été un peu mixés dans le même personnage secondaire. Le personnage de Julia, c'est 4 personnes en réalité. Mais ça a été transformé en récit, mais ça a pas été ça a été moins fictionnalisé finalement pour aller vers quelque chose de l'ordre d'une épure. C'est ça, vraiment, en termes de texte. Et donc ça nous amène à l'histoire des titres, parce que je trouve qu'on comprend mieux si on a l'histoire des histoires avant l'histoire des titres. C'est vrai. Alors du coup, ça s'appelait Argile. Nos éditrices ont dit on ne fait pas ça. Les gens vont pas comprendre de quoi ça parle. Ça, c'était sûr que ça aurait fait un peu poterie, quoi. C'est ça. Bah, disons que ça marchait quand il y avait un sculpteur et que c'était un assassin. Oui, voilà. Mais après, quand il n'y a plus, ça marche plus. Après, il y avait encore la métaphore. Bon, mais ça n'est pas marché. Non, mais épure, donc. Épure. Donc là j'ai dit... je crois que c'est... Alors, il me semble que je l'ai un peu plagié d'Audrey Lorde. Tu vas me dire si c'est la bonne personne. Mais en gros, j'ai proposé Nos silences ne protègent que. Ah, c'est Audrey Lorde. C'est Audrey Lorde. Qui a dit un truc très similaire. Ne protège que vous. C'est ça. Votre silence ne vous protégera pas. Oui, c'est plutôt ça, parce que c'est... Ouais. Non, mais là, il fallait que je l'ai retrouvée, mais c'est elle. Alors, j'ai pas fait exprès de plagier Audrey Lorde, mais donc j'ai proposé ça. C'est resté le titre de travail pendant très longtemps, et les éditrices, elles étaient là. Ouais, mais on comprend pas vraiment quand on le lit à l'oral. Ben, on sait plus à qui ça s'adresse, et en fait, c'est étonnant parce qu'on se protège pas forcément tellement dans le silence. Ouais. Bah, disons que ça dépend qui est vous, quoi. C'était pour dire vos silences ne protègent que vos violeurs. Mais ouais, effectivement. Donc, à un moment donné, c'est devenu Nos silences, tout simplement, parce qu'on voulait vraiment garder cette notion de silence. Et à la fin, on finit par se dire, ouais, mais en fait, nos silences, c'est pas assez fort, il faudrait trouver quelque chose de plus fort. Et je crois, il me semble que c'est Sophie, notre éditrice, qui a proposé Tu n'auras pas mon silence. Super. Et j'ai fait, mais c'est super. Allez, ça part en prod. Et donc là, on est sur quelque chose qui est quand même proche d'un commandement biblique. C'est vrai. Non, mais c'est important, notamment pour l'inscription dans le collectif, tu vois. Et donc, en fait, si tu veux, l'épure de ton histoire et le fait de la simplifier, de la ramener... alors, il se trouve à une histoire qui est plus proche de la tienne, mais qui va être aussi plus quotidienne et dans laquelle il est plus facile de se reconnaître. Et donc, de la rendre, emblématique d'un collectif. Elle passe, quand on voit la couverture... par aussi cet effet de titre collage féministe, comme les collages qu'on peut voir dans la rue. Et donc le tu, évidemment, s'adresse à une personne, mais s'adresse plus largement à toutes et à tous, comme un avertissement. C'est pas une menace, c'est un avertissement. C'est un avertissement. Voilà, c'est assez différent. Et qui donc parle, quand on dit tu n'auras pas mon silence, on parle d'un silence et on parle de la fin de ce silence. Et finalement, ça fait que le titre, d'une certaine manière, annonce la fin, qui donc est le début, en action par la mise en abîme. On peut par exemple parler de ça, c'est un bon passage pour y aller. Mais non, mais tu vois, ça annonce quelque chose qui part sur de quelque chose d'assez collectif, en passant ensuite par l'histoire individuelle et qui va revenir vers le collectif. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui va permettre d'inscrire ta bande dessinée de quelque chose qui aurait pu être une histoire biographique et puis on est bien malheureux pour toi. C'est triste. Voilà, à quelque chose qui peut être donc plus utile, servir à d'autres, amener des reconnaissances. Alors amener peut-être pas une universalité dans le sens où tout le monde se reconnaîtrait dedans, mais qui peut amener aussi, si quand même le fait de lancer des savoirs, des connaissances, des choses à repérer dans un public bien plus large que celui, on va dire, de la bande de potes, quoi. Oui. Et ça, c'est important. Et ça, c'est aussi, pour moi, ça fait partie des critères qui font qu'une chose est féministe, par exemple. Bah, merci. Ouais, c'est vrai que juste pour répondre à ce que tu viens de dire, moi je l'ai vraiment conceptualisé comme une BD en forme de main tendue
à d'autres gens qui sont sortis de là et qui se sentent seuls et qui auraient besoin qu'on leur dise non mais t'as le droit d'être en colère. Aussi. Vraiment. Et du coup, ce qu'on allait dire tout à l'heure, la scène finale en fait de la BD. Spoiler, la scène finale de non, tu peux montrer, mais là, ça veut dire vous coupez la télé, quoi. De toute façon, ils peuvent pas lire. Hein. Bah, c'est repassé en flou, là. Bah, en plus, bon. Et en reflux. Bref, on s'en fiche. La scène finale de la BD, Marie a écrit, pendant tout le livre, elle essaye d'écrire un livre et elle n'y arrive pas parce qu'elle est en plein PTSD. Et bon, elle a fini par réussir à le sortir. Le PTSD, c'est le syndrome de stress post-traumatique. C'est vrai. Pardon. Et donc elle est en train de le sortir. Et donc elle est en train de le sortir, donc elle prend des cafés avec tous ses potes qui attendaient la sortie de ce livre, etc. Alors, le livre c'est l'art de la pause, c'est vrai. Question, le livre c'est l'art de la pause. Voilà, on pourra y revenir après. Et donc elle apprend que son violeur a une troisième victime, pas celle d'avant, pas elle, une troisième, qui correspond exactement aux critères, genre elle lui ressemble un petit peu, elle est modèle aussi, enfin vraiment la même en plus jeune quoi. Et là elle se dit bon non mais en fait il faut que je dise ce qui s'est passé, que c'était pas juste un gros connard, parce que pour le moment les gens savent que c'était un gros connard mais pas que c'était un violeur. Donc elle commence à dire c'était un violeur. Évidemment, comme c'est un sujet qui est compliqué, elle a une réponse émotionnelle. Et tout de suite, son ami lui dit « Tu n'es pas obligé d'en parler ». Et le monologue de fin de la BD, qui est l'endroit où se rejoignent ma narration en voix off et la voix de Marie en fin, on pourra en parler des temporalités. Des intercalations. Des scènes énonciatives. Pardon. Et en gros, elle lui fait tout un discours en disant non mais je sais très bien que je suis pas obligée d'en parler, je sais très bien que vous ne voulez pas que j'en parle, mais moi en fait j'ai pas commencé à en parler par hasard. La société elle me propose pas d'en parler H24, la société elle me dit tais-toi. Donc si j'ai commencé ma phrase, tu me laisses la finir. Et je sais que c'est pas confortable pour vous d'entendre que votre pote c'est un violeur et pas juste un pauvre mec, mais en fait le truc c'est que si tu restes ami avec lui, bah tu mets tous tes amis en danger. Et c'est la seule chose qui va se passer. Parce que si tu continues à prendre des coups avec lui, il va rencontrer tes amis. Si tu l'invites à ton anniversaire, il va rencontrer tes amis. C'est laquelle la prochaine qui va violer à ton avis? Voilà. Je me suis énervée. Ça va. Mais donc voilà, tu n'auras pas mon silence, c'est pas seulement toi violeur, je vais pas conserver ton secret, c'est aussi tous les amis communs, comme je les appelle. Il y a un confort qui disparaît. Ouais, il y a un confort qui disparaît. Et qui amène une protection et une prudence. Ouais. En tout cas, qui y appelle. Et donc, il y a tout ce paradoxe que finalement, la sortie du silence, elle s'annonce dès le départ. Donc, ce silence qui est dans le titre, on a reperdu la mise au point. Là. Bonjour. Non, mais c'est la caméra est en train de me lâcher. Et en plus, je pense qu'elle a pris un coup avec la poussière des travaux. C'est probable. Mais de toute façon, elle a 6 ans cette caméra. Ça va revenir ou pas. Mais et donc la BD en elle-même est une façon de briser ce silence. Oui. Donc on a en fait quelque chose qui est bon, je pourrais dire performatif parce que performatif c'est le moment où tu vas dire je te nomme roi, je te baptise. Je trouve qu'on met du performatif un peu partout, mais on a en fait quand même malgré tout un acte de langage qui essaie d'être un acte en lui-même et qu'on a littéralement, matériellement entre les mains quand on a ta BD entre les mains. Enfin votre BD. Mais puisque vous êtes deux. Mais et ça c'est quand même un moment aussi qui, enfin ça va donner un poids, une matérialité à tout ce qui est raconté, en plus de pouvoir donc se déplacer, s'échanger, etc. Et c'est un livre qui en contient un autre. Et c'est quand même intéressant aussi d'avoir, au fur et à mesure, et c'est quand même aussi emblématique et symbolique de l'ensemble, ce personnage, Marie, qui est modèle, qui est en train d'écrire un livre sur ce métier qui a l'air d'être donc un métier de passivité, alors qu'en fait pas du tout, et le fait même d'avoir du mal à l'écrire, et ça c'est quand même un fil de narration, un fil secondaire mais important, sur l'impossibilité d'écrire ce livre, et finalement sa possibilité, donc la transformation d'un métier apparemment passif en une véritable... j'ai envie de dire encore action, mais ça colle pas exactement ça, mais en quelque chose qui va être positif,
qui va se réaliser et qui en plus s'adresse aux autres. Tout à vous les studios. Alors, du coup, il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir là-dessus. D'abord, il y a la scène qui était hyper importante pour moi où Marie se fait agresser pendant une séance avec un photographe. Un autre. Mais alors, agression sexuelle néanmoins, mais voilà, il a juste le temps de lui toucher la fesse, elle lui met un coup de pied, elle se barre avec l'argent. Elle a bien raison. Elle est dans la rue en se demandant mais comment ça se fait que j'arrive à me défendre quand c'est dans un cadre professionnel et pas avec mon mec quoi. Donc il y a ça et pour répondre entièrement à ce que tu as dit, je crois que c'est plus tard. C'est-à-dire que je fais toute la BD pour retrouver la scène. Désolée. Je me souvenais que c'était un peu plus tard, mais D'ailleurs, on a gardé une petite statue en argile pour... C'est là. C'est ça là. Tac. Et donc là, on va avoir ce passage-là. Et là, on voit encore aussi une page particulièrement composée en termes de cases. Allez hop. Et du coup, je reprends ce que je disais. Oui. Ah ben, en fait, moi, l'idée, c'était que tu continues. Oui, pardon, je suis désolée. Non, mais c'est terrible. Hein. Mais c'est ça l'art de la pause. C'est rigolo parce que la blague est au début de la BD aussi. Je t'ai rien inventé. Si. On réinvente tout le temps. Ouais, donc, ce que je voulais dire, en gros, il faut revenir à la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre à la base. Et la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre à la base, elle est double. C'est que et Marie aussi, puisque je lui ai tout donné. Bon, alors moi j'étais modèle photo depuis plusieurs années et je recevais plein de messages de jeunes personnes qui me demandaient est-ce que je suis assez bien pour poser, est-ce que tu penses que je pourrais, est-ce que... valide-moi. Et en gros, je leur répondais toujours, mais en fait, moi je suis pas mannequin, je suis modèle photo. Et pour être modèle photo, vous n'avez pas besoin d'être validé en fait. Vous avez juste besoin de faire des photos. Et au bout d'un moment, je recevais vraiment beaucoup de messages, donc je me suis dit, je vais essayer de trouver des ressources à envoyer pour ces personnes. Et je me rends compte qu'il n'y a pas de ressources, ou alors les ressources, elles sont écrites par des mecs, par des photographes. Il n'y a absolument rien. C'est-à-dire ce que les gens qui photographient, qui sont quand même globalement des mecs, veulent. Oui, exactement. C'est des listes d'ordre, pas. C'est pas des listes de conseils, ça. C'est ça. Et du coup, il n'y a rien pour les modèles par les modèles. N'oubliez pas de vous épiler. C'est ça. Oui, vraiment. Ah, mais j'étais pas Ouais. Et du coup, je me dis, bon, bah, moi j'ai le sens de la mesure, donc je vais pas faire un article de blog, je vais faire un livre. Voilà. Je suis très. Voilà. Et je fais ça. Et au moment où je suis en train de faire ça, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre, etc. Et c'est mon coach de théâtre de l'époque, et ça c'est pas dans la BD, mais qui me dit une dinguerie en disant non mais de toute façon en gros ça n'a rien à voir parce que les portraits comédiens ça transmet quelque chose alors que les portraits de modèles pas du tout. C'est sympa. Voilà, donc j'ai fait à peu près la tête que tu viens de faire. Je lui ai dit mais mon ami tu vas bien fermer ta gueule. Je lui ai pas dit ça comme ça, j'étais beaucoup plus polie à l'époque. Et du coup, une des choses que j'ai voulu faire aussi, c'était, ok, en fait, il y a ce stéréotype du modèle comme étant passif, comme étant juste une toile ou un porte-manteau, enfin en tout cas de l'acte de création qui viendrait uniquement du photographe, et c'est juste faux en fait. Bien sûr ça peut arriver, mais c'est vraiment pas la majorité, et en général c'est un échange, et il y a plein de moments où c'est le modèle qui arrive avec son projet et qui dit bon est-ce que tu pourrais faire comme ci comme ça, etc. Enfin, c'était le cas pour cette série de photos là, et on va la rapprocher pour que les gens ouais pardon. C'est le cas pour cette série de photos là qui est de Colline Santenac. À la base je voulais la faire en autoportrait. C'est toi en photo. Ça c'est moi, c'est ma tête. Non mais comme ça les gens le comprennent. Oui. Je voulais la faire en autoportrait, et en fait je me suis dit peut-être que avec 4 comment on dit, les intraveineuses. Oui, ça dépend de quoi tu parles. Les aiguilles et ouais, en intraveineuse. Ouais. Donc peut-être qu'avec 4 intraveineuses qui me relient à quelque chose, c'est peut-être pas très pratique pour faire de l'autoportrait. Donc j'ai demandé les intraveineuses là. Ouais, je les ai vraiment. Alors, je les ai pas dans la veine, en gros, elles passent sous la peau et elles ressortent, oui. Et elle a juste effacé les bouts qui sortaient. Voilà. Et donc, j'ai demandé à Colline, parce que j'avais entièrement confiance en elle, mais
Genre, bien sûr, elle a ajouté son regard, mais c'est vrai que c'était mon projet et elle est d'accord pour le dire, etc. Et du coup, c'est pas vrai de dire que les modèles photo est passif. Oui, qu'il est juste une toile. C'est ça. Et moi, j'ai appris, réellement, j'ai appris que mon consentement devait être respecté en posant et pas du tout dans mes relations de couple. Ce qui est triste, mais bon. Ce qui m'étonne pas. En même temps, je l'ai appris à un moment, donc tant mieux. Ça aurait pu être pire. Non, mais c'est... Tu vois, tout comme il y a un MeToo-ci, un MeToo-machin, et je suis vraiment pas négative hein, sur ça, je crois qu'il faut qu'on apprenne, nous aussi, en fait, à universaliser nos comportements. Oui. Et quand on dit que le privé est politique, c'est de ça dont il s'agit. Il l'est vraiment. C'est-à-dire que la sphère politique, la sphère de toutes ces dimensions de pouvoir, de domination et d'exploitation, ne s'arrête certainement pas à la sphère publique, à la sphère professionnelle, mais vont partout. Et donc, il y a des espèces d'universalisation, enfin, tu vois, à faire, et ça prend vachement de temps. Mais ça, c'est quelque chose donc, qui est vécu par le personnage de Marie ici, alors même qu'elle est en train d'écrire ton livre. Et elle est dans des hiatus où ça fonctionne pas, et où d'ailleurs l'écriture est difficile parce que cette exploitation, ces violences psychologiques, sexuelles, etc., sont aussi une exploitation du travail, un vol du travail, donc une exploitation économique. Là, on est en plein dans les analyses de travail domestique façon Christine Delphi, dans quelque chose qui est extrêmement standard, qu'on trouve aussi dans les universitaires. C'est fou, comme tous ces universitaires ont des épouses qui sont attentionnées. Ouais, hein. Et soutenantes. Voilà, et c'était le Zef Sternel dans Les Anti-Lumières qui m'avait quand même vraiment scotché. Donc c'est quand même un livre qui est un très bon livre, mais qui est adressé, très polémique aussi, mais qui est adressé, enfin dédié à sa femme, parce que elle a eu les idées, fait les fiches de lecture et relu. Qu'aurait-il fait sans elle? Et là t'as envie de dire, je sais pas, il pouvait pas co-signer quoi. Si. En fait. Bah elle aurait dû co-signer. Voilà, et là c'est, alors ça reste sympa de le marquer en dédicace parce que ça pourrait n'apparaître nulle part. Ouais. Yes, la barre est basse. Mais tu sais, mon ex qui m'a remercié d'avoir fait des photocopies à sa soutenance, c'était vraiment du foutage de gueule, hein, puisque j'ai fait sur sa thèse. Donc c'est... tu vois, enfin, je veux dire, mais là, on parle aussi de ça. Et c'est pas étonnant que cette universalisation, on va dire, sphère privée, sphère pro, elle soit difficile à faire, alors que l'exploitation se fait dans les deux sens en même temps. Et on l'a même jusqu'au livre de l'art de la pose lui-même, qui finalement est complètement approprié. De manière inappropriée. Oui. Donc là, tu m'as montré une page. Ah, approprié, ouais. Approprié dans le sens de l'appropriation et pas dans le sens adéquat. Je me demandais où t'allais avec ça, et du coup, ça... ouais, non, là, c'est vraiment le féminisme matérialiste qui remonte. Oui. C'est un peu marqué comme vocabulaire, c'est celui de Colette Guillaumin et du sexage. Non, mais j'ai juste... pour le public. Mais oui, effectivement, Arthur dans la BD, qui est le violeur, hein, qui n'est pas le vrai nom du violeur, car j'adore l'absence de prison, parle du livre de Marie comme si c'était le sien, comme si c'était son projet, et même il dit à un moment donné, heureusement que je lui ai trouvé un livre à écrire, parce que sinon, en gros, elle me casserait les pieds, quoi. Quelle pauvre fille. Quelle pauvre fille. Voilà. Et il a l'impression de l'avoir faite, il a l'impression que tout ce qu'elle fait de bien, c'est grâce à lui, c'est lui qui lui a transmis. Et ouais. Rien de... Parce que cette appropriation de la personne va être entière et va s'approprier jusqu'à l'émancipation de la personne. Oui. Et donc le livre est complètement l'emblème de cette émancipation progressive, d'une réalisation personnelle importante. Oui, c'est enfin un truc à elle. Ouais. Et qui en plus a du succès. Qui en plus a du succès. Puisque, en l'occurrence, et dans la réalité et dans la BD, Marie, enfin moi, il y a eu un Kickstarter. Moirie. Moirie, exactement, c'est mon deuxième prénom en plus. Ok. Mais en vrai, elle s'appelle comme ça en hommage à Marie Bardieu-Vaillante. Voilà. Je l'en ai parlé avant, c'est elle qui a donné le stage de BD. Ah oui, c'est vrai. Et sans elle, il n'y aurait pas eu cette BD-là. Et c'est l'autrice de Bobigny 1972, de Fille d'Oedipe, de plein de trucs. Ah, ça je connais pas. Elle fait énormément de BD très féministes, très chouettes. Ah ben je vais aller voir.
C'est trop bien. Pardon, je suis désolée. C'est sympa d'apprendre des choses. Et du coup, ouais, Kickstarter qui a super bien marché. Enfin, j'ai levé 10 000 € alors que j'avais aucun backing. Enfin, j'avais vraiment que les gens qui suivaient mon travail en tant que modèle, qui n'était pas un travail d'écriture. Enfin, donc c'était vraiment un gros pari. C'était pas du tout gagné qu'il y ait une transformation, quoi. Ouais, c'était pas du tout gagné. Et voilà, on voit Arthur s'approprier le travail de Marie parce que un de ses backers, une des personnes qui a financé le livre, dit alors j'ai hâte de lire. Enfin voilà, il y a vraiment une attente et une confiance qui n'appartiennent qu'à Marie et que Arthur essaye de s'approprier en disant on a fait du bon travail, on avance bien. En fait, lui il fait rien du tout à part lui donner des crises d'angoisse et la violer alors qu'elle devrait être en train d'écrire, quoi. Ah, c'est hyper moche. Hein. C'est vraiment moche. J'ai rien de plus à dire que c'est moche. Oui, non, c'est important. Et donc la sortie du livre est aussi une sortie, finalement. Ouais. Une porte de sortie. C'est ça. Il y a vraiment ce truc de plus elle arrive à se reconstruire, plus elle arrive à avancer dans le livre. Et quand le livre est enfin entre ses mains, alors elle n'est pas guérie parce qu'on ne guérit pas du syndrome de stress post-traumatique comme ça. D'ailleurs, on n'en guérit pas du tout parce que ça a réécrit les terminaisons nerveuses, etc. Mais enfin, il y a une forme de liberté et elle arrive à dire ok, c'est mon livre, c'est pas le sien, c'est pas grâce à lui, c'est le mien. Et c'est vraiment une étape qui est très très importante. On dirait un peu... Enfin, en fait, sans le contexte, ça pourrait paraître être de l'ego. Mais il y a vraiment un truc de reconnaissance de sa propre valeur et de sa propre individualité qui avait été complètement noyée. Au début du livre, elle le dit, elle est devant le miroir de sa salle de bain, elle se dit mais qui j'étais avant ça? Et en fait, on a des souvenirs qui sont pas des souvenirs traumatiques, mais où on la voit construire des costumes pour une séance photo, tenir tête à un prof sexiste à la fac, aller en manif, et c'est ça aussi Marie, et c'est ça qu'elle perd de vue, parce que l'important c'est pas tant que pendant sa relation avec Arthur elle arrête d'aller en manif, l'important c'est qu'elle oublie qu'elle est cette meuf qui va en manif. Et voilà. Oui, ça la mutile en fait. Oui, c'est ça. Ça la mutile symboliquement, mais ça la mutile complètement. C'est ça. Et lui, il lui répète tout le temps qu'elle est rien sans elle, qu'elle est pas capable de survivre. Ben si, en fait, mon coco, elle l'a fait pendant, en l'occurrence, 25 ans avant de te rencontrer. Je pense que... Elle va continuer. Bah ouais. C'est pas vrai qu'elle est pas capable, elle l'a déjà fait. Et alors, qu'est-ce que tu as fait de ces questions de la frontière entre réalité et fiction? On a parlé du Népure, on a parlé des transformations. Bah, c'est quand même un très gros sujet, ça, notamment pour, au niveau éditorial. Alors... alors déjà il y a évidemment la question des... La question juridique. Ouais, la question des procédures Bayon. Où on a dû changer énormément de noms et surtout de noms en fait pour éviter de se faire de prendre un procès en diffamation, car il faut se rappeler que perdre un procès en diffamation ça ne veut pas dire qu'on a menti, ça veut juste dire qu'on n'avait pas le droit de dire publiquement ce qu'on a dit. Ce qui est une connerie, mais bon bref. Donc il y a ça. Il y a le fait que effectivement on a parlé de l'épure, on a parlé du fait de rendre les choses un peu plus compréhensibles en mixant certains personnages, ce qui... Enfin, je pense que, tu vois, ce serait un autre projet si je me concentrais cette fois sur les adjuvantes d'Arthur. Et en fait, ça pourrait faire un projet entier juste sur ça. Juste les 4 personnes qui sont dans Julia. Mais ce serait une autre histoire et ce serait un autre angle. Et ce serait, donc tu veux dire les soutiens d'Arthur, les soutiens d'Arthur, l'histoire des soutiens d'Arthur pour être un projet en soi qui là a été condensé. C'est ça. Donc ça c'est la question de faire une histoire qui tienne. C'est ça, faire une histoire qui tienne et faire une histoire qui tienne en 136 planches. Et avec cette difficulté que dans la vie c'est très dur de trouver des fils et des explications de ce genre de complexité qu'amène notamment le gaslighting. Et les troubles psychiques engendrent les violences, et puis que ce sont des violences... En fait, ce sont ces violences domestiques, il faut vraiment se rendre compte que ce sont les mêmes que des violences d'état de dictature ou de terrorisme, où en fait c'est le règne de l'arbitraire.
Et c'est aussi terrorisant, ça va dissoudre le fait même d'avoir des réalités et des vérités et des choses auxquelles s'accrocher pour avoir des certitudes. Et donc ça mine profondément, mais c'est vraiment la même chose que des violences étatiques en fait. C'est vrai. Ça c'est... voilà. Et donc ça c'est notamment étudié dans l'autre sens par quelqu'un comme Stéphanie Lamy qui m'intéresse beaucoup, qui va sortir un livre sur les masculinismes là début octobre. Ça j'ai très très envie de le lire. Mais voilà, et dans les phénomènes de cyberharcèlement, etc., le fait aussi que ça tombe sur n'importe quelle manifestation en fait de soi, donc d'une féminité, par exemple en ligne ou machin, de se signaler comme femme peut suffire à, mais parce qu'en fait il n'y a pas de règle. La règle c'est qu'il n'y a pas de règle, alors quand on dit ça on a l'impression que c'est le Fight Club, c'est le Fight Club en fait. C'est un peu le Fight Club. C'est un peu le Fight Club, sauf que vous savez pas que vous êtes dans le club, vous savez juste que vous prenez des coups. Et vous pouvez pas sortir du club. Et on peut pas sortir du club, et en plus on n'est pas forcément censé raconter qu'il y a un club, pour le dire... donc il y a un problème enfin il y a un problème, il y a une première difficulté qui est celle d'expliquer la difficulté à ce qui est en train d'être vécu, alors que le principe même de cette violence est de dissoudre les repères. Et le deuxième problème ensuite c'est d'y donner forme pour en faire une BD. Oui. Non mais je fais un grand détour, mais pour montrer un peu quand même cette difficulté-là. Alors, je vais te dire comment j'ai fait et on va voir si ça répond à ta question. Puis moi, je fais des trucs et puis tu rebondis. Hein. Ouais. En gros, à la base, j'ai commencé en essayant de faire du scène à scène. Enfin voilà, j'ai fait un séquencier, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'écrive entièrement la voix off et que ensuite je place les scènes autour de la voix off. Et en fait, c'est ça que j'ai fait. J'ai écrit mon texte de voix off de A à Z. Je l'ai écrit entièrement. Et ensuite, j'ai mis les scènes qui éclairaient ce qui se passait. Après, j'ai fait des retravails, etc. pour peaufiner la construction. Mais vraiment, le premier mouvement, ça a été ok, je dis ce que j'ai à dire, c'est la voix off. Donc le mouvement de sortie, en fait. Ouais. Et de compréhension et d'explication de ce qui s'est passé. Pour ensuite rentrer dans ce qui se passe au présent. Revenir, donc par la remémoration, en fait. Une remémoration expliquante. Ouais. C'est ça. Et à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est très frappant, ce sont vraiment les inversions de culpabilité, le harcèlement, qui passe par le fait de la mauvaise réputation, d'être une mauvaise victime, on va dire en vrai, mais aussi de façon diffamatoire. C'est ça, le fait qu'elle reçoive des appels de gens qui lui disent tiens, il paraît que t'étais avec lui pour son argent, etc. Et la réalité, c'est que ça continue encore aujourd'hui. Parce que, alors pas nécessairement par lui-même, parce que je pense qu'il est plus malin que ça, mais c'est déjà arrivé qu'une copine partage mon recueil de poèmes parce qu'elle l'avait acheté, parce qu'elle allait le lire. Elle reçoit un message en lui disant oui, attention, elle est folle, elle a complètement traumatisé mon amie, d'une femme. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, mais moi ça me fait chier. Autre chose. Ouais. Mais voilà. Moi, je suis pas quelqu'un de très optimiste. Ouais, bah c'est triste. Mais c'est pas par hasard. C'est vraiment pas par hasard. Mais ouais, le harcèlement qui continue encore aujourd'hui. Il y a encore des gens qui écrivent aux gens qui ont l'air d'apprécier ou moi ou mon travail pour leur dire attention, c'est une personne vraiment toxique, machin. Et sans jamais mentionner la plainte pour viol. C'est-à-dire que je le harcèle, mais on ne sait pas comment. En fait, la seule chose que j'ai fait pour le harceler, c'est d'aller porter plainte pour viol. Hein. Soyons honnêtes. Oui. Voilà. Et alors cette BD, c'est une réparation. C'est une main tendue un peu comme celle qui aurait pu être de la couverture. Plutôt pas comme celle-là. Initiale. Alors non, ça c'est la main de l'emprise, je la voyais comme une main qui... Ah non, pas du tout. Ça c'est la main de l'emprise, excuse-moi, je l'ai vu trop vite. Non, t'inquiète. Mais une main tendue qui répond donc à celle-ci, à la main de l'emprise. Il donne des coups de pied à la main de l'emprise. C'est mieux. Ouais, une main tendue t'es pas seule. Et on les voit. Et on te croit. Vraiment. Je sais, c'est ce que j'ai écrit au début, tu le sais aussi. Ben, on va peut-être le lire, ou peut-être que tu vas le lire. Waouh, attends. Tu te sens prêt à ça ? Je me sens prêt à ça. Alors, voici ce que j'ai mis en... C'est quoi le... Ça s'appelle des épigraphes. L'épigraphe, merci. Et on les met en exergue. Et on mais les ça, met c'est vraiment pour mes L1 qui regardent encore. Ça va les L1 Donc, j'ai écrit « Pour qui a trouvé le... » Vas-y, ça marche pas. Ah si, ça marche, c'est l'émotion. Pour qui a trouvé le courage de partir et pour qui le rassemble encore, on est là, on les voit, on vous croit. Et donc c'est l'épigraphe qui est en exergue.
C'est ça. Et je pense que c'est vraiment le truc le plus important que je veux dire aux gens qui lisent la BD et qui se reconnaissent dedans. Oui, ils vous auront fait croire que vous êtes folle, que c'est votre faute, que vous l'avez mérité, que en fait vous en faites toute une montagne, que vous êtes drama queen, que c'est pas si grave. Si c'est grave, non, vous êtes pas folle. J'ai oublié ce que j'ai dit, mais l'inverse. Pour le coup, là, moi, je vais avoir une question qui est peut-être un peu difficile aussi sur ça. Alors, merci beaucoup, c'est très touchant. De rien. Surtout les moments... tu utilises un vocabulaire qui est celui de la psychotraumatologie. C'est vrai. Il n'y a pas un moment où Marie lit, par exemple, des textes ou des blogs ou comme ça sur la psychotraumatologie? Non, c'est vrai. Ça, c'est... Toi, je me demandais si ça avait été réfléchi. Bah non. Voilà, donc ça, c'est... Non, mais je Non. Ça, c'était vraiment une question. Non. Alors, parce que... et on en parlait tout à l'heure, je te disais que je pensais aussi au roman de Capucine Delattre en le lisant avec ce système de narration intercalé. Et donc là, tu l'as bien expliqué avec la voix off qui va expliquer. C'est un peu différent dans le roman Un monde plus sale que moi, où finalement, c'est plus... si tu veux, la narration, on va dire voix off ou qui vient de l'énonciation contemporaine, elle est plus structurante chez toi et plus par morceaux dans le roman de Charlie. Je pense que dans son roman, c'est plus... en tout cas, moi, l'impression que ça m'en laisse, je l'ai lu à sa sortie, donc ça fait si je dis des bêtises, désolée Capucine. Mais j'ai l'impression que c'est très le fil de pensée, j'ai écrit ça, et ça me fait penser à ça, etc. Et je trouve ça intéressant aussi parce que... moi, je trouve ça intéressant parce que je critique au début de la BD le fait qu'on nous demande de mettre en forme, en fait, nos vécus pour qu'ils soient palatable. Parlable, communicable. Mais très compréhensible, très pédagogique, très je te prends par la main, t'inquiète pas, ça va être très facile et confortable. Et moi je trouve ça intéressant en fait de se dire bah non, moi je vais écrire mon roman ou mon récit en tout cas comme ça me vient. Et je pense que c'est aussi potentiellement un acte politique que de dire non, je ne vais pas rendre ça plus facile pour toi lecteur. Parce que si t'es concerné, tu comprends déjà. Donc en fait, tu n'as pas besoin que je te facilite les choses. Si t'es pas concerné, tu fais l'effort. Et puis en fait, là, la temporalité de la narration, en vrai, c'est la temporalité du PTSD. Oui, je voulais vraiment que le fond et la forme se connectent. En fait, Marie, elle est complètement paumée avec ses souvenirs qui lui reviennent. C'est très important de le faire... et de le faire ressentir, et je voulais pas que le lecteur ou la lectrice ou la lectrice, personne voit ça d'un regard extérieur. Moi, il y a eu plein de... Et puis d'un regard qui serait celui d'un regard clinique, incompréhensif. Là, ça amène une empathie. Ouais, il y a des gens qui ont dit « je me suis sentie perdue dans le truc », et des fois c'était une critique, et genre c'est complètement ok. J'ai fait un choix qui est pas celui du plus grand public. Qui est un pari, quoi. Voilà, qui est un pari, qui est pas... J'ai fait le choix d'écrire une BD qui était pas très facile à lire. Et c'était pour les raisons que j'avais. Je les ai défendues, ces raisons. J'ai été obligée de les défendre. J'ai fait une frise avec l'ordre chronologique des scènes pour bien montrer que je maîtrisais mon truc et que je savais où allait chaque chose. Si ça se déranger, quoi. C'est ça. C'est intéressant de déranger aussi. Ouais. Pardon, mais enfin, je m'auto-surprends, tu vois, en sortant des mots de ma bouche comme ça. Et je sais plus où j'allais. Ouais, non, mais c'était... Voilà, tu aurais pu le faire dans l'ordre chronologique. J'ai vécu ça, on s'est rencontrés là, leurs yeux se rencontrèrent, etc. Et puis à ce moment-là, j'ai vu que... Je l'ai rencontré à la manif, ensuite j'avais peur de lui, mais en fait, je me suis dit que s'il fallait laisser une chance aux gens, puis en plus, on avait une pote en commun, et du coup, je lui ai fait confiance, et finalement... Il m'a fait venir bosser gratuitement. En fait, son truc. Il faut peut-être le dire, quand on le raconte comme ça, c'est la narration qu'on raconte au commissariat. Oui. Putain, c'est vrai. Faut quand même... Mais alors, c'est très drôle ce que tu dis, parce qu'au commissariat, moi, à ce stade du récit, ils m'ont dit, non mais c'est pas des crimes. Mais laisse-moi poser le contexte, en fait. T'es pressé, t'as ailleurs où aller.
Et vraiment, ils m'ont interrompu plein de fois parce que je leur racontais des trucs qui avaient du sens, qui allaient dans le sens de l'emprise, de la contrainte, etc. Mais qui... Ils ne le mettaient pas le mot dessus. C'est ça, ils mettaient pas le mot dessus et pour eux, j'étais juste venue leur raconter ma vie, quoi. Parce que ce qui est le cas, mais enfin, il y avait une raison, quoi. Oui, puis ça devient inaudible et en fait, c'est un des gros problèmes de la police, il y en a d'autres, hein. Oui. Mais il faut avoir en tête que si on n'arrive pas à rentrer dans la case, et cette fois c'est pas la case de BD, d'ailleurs hein, ça dit ça aussi, hein, les cases composées, déstructurées, enfin, si ça ne coche pas la catégorie, ils ne peuvent rien faire, même quand ils le veulent. Ça c'est vrai. Bon là ils voulaient pas. Et là ils voulaient pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là où on va avoir... Alors, ça peut arriver aussi dans l'enseignement d'une manière moins dramatique, tu sais, mais quand tu corriges une copie, tu as aussi une espèce de checklist. En fait, il faut être une bonne victime ou être un bon élève, parce que c'est un peu la même chose, en fait. Hein. C'est réussir à répondre de manière plus ou moins travaillée à la checklist. Ouais. Mais il y a un prof, il est là, par exemple, pour vous faire aller vers le mieux possible. Ça, c'est vraiment le côté positif de l'enseignement officiel. Ouais. Et le policier, il va quand même toujours chercher ce qui va pas. C'est ça. C'est-à-dire, on va toujours chercher ce qui va pas, officiellement pour l'améliorer. Et le policier, il va quand même chercher... Alors, on va vraiment le faire, en fait, dans une instruction. On va essayer de trouver les faiblesses pour les travailler avant et défendre. Mais c'est aussi comme ça qu'on démolit les victimes. Moi, ils se sont arrêtés à me démolir. Mais ouais, clairement... Mais en plus, ils étaient 3. Il y en avait 2 qui n'étaient pas en train de prendre ma plainte. Je sais pas ce qu'ils foutaient là. Il y en a un qui a commencé à me draguer. Il prenait le café. Ouais, et l'autre, elle commence à venir, elle, me raconter sa vie vraiment en mode ouais, moi aussi j'étais avec un connard et tout, je comprends, en fait tu fais ça pour te construire. Moi j'étais en mode mais non, moi je fais ça pas pour me construire, mais parce que je sais qu'il y a une victime de plus et je sais qu'il y en aura d'autres. Et c'était inaudible pour eux que je puisse être venue porter plainte pour autre chose que me sentir mieux. Ouais. Oui, parce qu'il se passait rien. C'est ça. Donc s'il se passe rien, ça ne peut pas se repasser. C'est ça. Donc pourquoi tu viens signaler quelque chose qui va pas? Ouais. Désolée. David, pourquoi tu viens nous signaler que c'est un connard? C'est pas illégal d'être un connard. Je viens signaler que c'est un violeur, mais ok. J'ai une dernière question. Ouais. Là, ça fait quelques mois maintenant que la BD est sortie, ça change des choses, quel regard tu portes sur elle maintenant? Parce qu'en plus, tu as mis quand même du temps avec Steren pour la faire. Donc, voilà, Alors, je vais pas te mentir, le jour où le coursier il est venu et m'a ramené les cartons avec mes exemplaires auteurs, best jour of my life. C'est pas... Waouh. Et dire qu'il n'y aura pas de montage. Mais vraiment la meilleure sensation. J'ai fait waouh. Non, mais tu sais, moi sur la vidéo, je présente ma thèse, je mets une vidéo de moi enfant et après moi qui ouvre le colis. Incroyable. Et je pleure. Ouais. Et je pleure. Donc je l'ai filmé. Donc tu peux. Très bien. Voilà. C'est... Non, mais c'est... Non, mais c'était dingo, quoi. Je l'ai reçu... Déjà, elle est trop belle. Désolée. Elle est bleue, en plus. En plus, elle est bleue. Alors, c'est le bleu de Barbe Bleue. On n'en a pas parlé. Ah, non, ça, j'avais pas pensé. Et ouais, il y avait plein de refs à Barbe Bleue avant. Et puis, ça, c'est un petit reste. Ok. Et ouais. Donc, un effacement, là, du compte. Ouais. Mais je comprends pourquoi Barbe Bleue. Bah, oui, je pense que c'est assez évident. Il n'y a pas besoin d'avoir lu Clarissa Pinkola Estes. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le fait que ça sorte de mon cercle, parce que bien sûr, tous mes meilleurs amis l'ont lu bien avant. Quoi? Une NDA? Qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai, d'ailleurs, j'en ai pas signé. Ouais, le fait que des gens... En fait, c'est très rigolo parce qu'il y a le regard des gens qui ne l'avaient pas encore lu, mais qui ont vécu l'histoire en tant que témoins, etc. Et qui viennent m'en parler. Et il y a le regard des gens que j'ai rencontrés après, ou qui juste... Enfin, je les connaissais pas, quoi. Et qui découvrent ça. Et je suis assez contente parce que je sais qu'avant qu'elle sorte, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, t'as pas peur de te mettre dans une case de victime, etc. » Et j'ai pas vécu ça. J'ai pas eu l'impression que des gens me mettaient dans une case de victime, que ça veut dire d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire une case de victime?
j'ai plus eu l'impression que les gens me voyaient pour ce que j'étais, c'est-à-dire un warrior. Mais en même temps, sans héroïser ce truc-là. Parce qu'il y a cette autre chose qui était super importante pour moi, le fait de pas mettre une héroïne qui fait son voyage du héros et qui change et qui du coup devient à même de se sortir du truc. C'est pas du tout une narration à la Campbell. Ouais, c'est pas du tout Campbell, c'est pas du tout Vogler, hein, désolé les gars. C'est vraiment... Elle n'aurait pas pu s'en sortir sans Pauline en l'occurrence qui est dans la BD, sans Anaëlle qui est sa coach d'écriture, sans plein de gens autour d'elle. Et même des gens avec une seule petite interaction, je pense à celle qui lui dit tiens j'ai un appart à Aubervilliers, et elle lui dit bah ouais mais Aubervilliers c'est loin, il viendra pas me voir, et elle lui dit mais il est où ton féminisme en fait, et c'est des petites décharges comme ça, et c'est pas vrai qu'on s'en sort seul, et c'est important de reconnaître qu'une personne sous emprise a besoin de soutien, et c'est pas de la faiblesse d'avoir besoin de ce soutien. Ce qui ne veut pas dire que quand vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est sous emprise, vous êtes le sauveur. Tout à fait. Ça, c'est aussi très important. Ça veut dire que vous pouvez être en soutien, mais il n'y aura pas de sauveur. Ouais, il n'y aura pas de sauveur, c'est impossible. Mais on peut être là et soutenir et rappeler qu'on est là, avoir des phrases, mais il faut faire le soutien. Il ne faut pas faire le sauveur. Ouais, vraiment. Je me permets d'ajouter ça. C'est très juste et j'avais pas pensé à le dire alors que c'est très important. Et ça passe aussi, en fait, en tout cas, ces soutiens, notamment par le rapprochement avec une autre victime. Donc là, on est vraiment à la fin, mais quand on est, je pense, plutôt à la fin de la vidéo, je crois qu'on peut vraiment divulgacher la BD. Oui. Est-ce que tu veux revenir un peu sur ce passage ou cette importance-là? Parce que je trouve que ça répond bien à ce que tu dis aussi. Ouais, carrément. Alors du coup, c'est 7 pages et 7 pages. Donc cette personne aux cheveux roses, c'est Raphaël, c'est la personne qui était victime d'Arthur avant Marie. C'est selon Arthur la personne qui l'a traumatisé et ce qui l'a du coup poussé à se comporter si mal avec Marie. En fait, il l'a juste violée exactement pareil que Marie, il lui a juste fait du chantage exactement pareil que Marie. Il s'est approprié son énergie vitale exactement comme Marie. Je prends le registre du vampire, mais enfin c'est un peu ça. Et Marie qui au début de son histoire avec Arthur, elle le croit, tu vois, c'est son amie, elle pense que... Enfin, elle se dit, c'est vrai que ça arrive d'être malheureux avec son ex, regarde, moi j'étais malheureuse avec mon ex. Oui, ça arrive. Et ouais, il s'est servi de Raphaël pour se trouver des excuses à son comportement. Ensuite, il cherchait carrément plus d'excuses. Et elle se rend compte à la fin, en se rencontrant, que elles ont le même vécu. Elles peuvent se soutenir maintenant l'une l'autre. Et il y a aussi ce côté très, très libérateur pour l'une et pour l'autre de... Elle a vécu la même histoire que moi, donc ça veut dire que le dénominateur commun, c'est lui. Il y a une attestation de vérité. C'est ça. D'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai, malgré toute la maltraitance des policiers, c'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le compte-rendu de la plainte. Le nom de la dénomination de l'affaire, c'était son nom à lui, c'était pas le mien. Et c'était vraiment très important. Enfin, pareil, je m'y attendais pas en... Ouais. Voilà. Et ça finit comme ça aussi sur un beau moment, qui est un moment de sororité. Ou d'adelphité, en tout cas sur un moment de solidarité, si on veut vraiment pas genrer, assez important, et je pense que ça fait aussi une belle fin. En tout cas, c'est aussi pour ça, tu disais tout à l'heure qu'il valait mieux le lire d'un coup, parce que c'est quand même mieux de finir bien que d'arrêter mal au milieu. Ouais, surtout que le milieu c'est dur quoi. Le milieu est quand même vraiment dur, et je pense qu'il est nécessaire pour saisir. Oui, je voulais pas faire du trauma porn, mais par contre je voulais pas non plus édulcorer les choses. Et ça pose des questions qui narratologiquement, politiquement, éthiquement sont très lourdes. Mm-hmm. Et notamment aussi parce que par exemple le fait d'enlever la violence physique en termes de dessin, c'est moins facile. C'est vrai. Et bravo Juliette. représenter de la violence psy, c'est assez difficile quoi. Ouais, c'est très très dur. Et pareil, tu vois, comment tu représentes une crise d'angoisse sans tomber dans la caricature. Et dans le cliché. Ouais. Donc ça c'est un grand bravo quoi. Là pour le coup c'est pas moi, c'est Stéphane. Oui, on le dit quand même. Bravo Stéphane. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu dire ou que tu aurais voulu que je te demande et auxquelles on n'aurait pas pensé? Moi j'ai envie quand même de dire que la fin est plus douce amère pour moi.
Ouais. Parce que ça se termine sur Pauline et Marie accompagnent Raphaël pour elle-même déposer sa plainte. Et en même temps, juste avant, on vient de dire c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est la même... Enfin, en fait, le seul outil qu'on a, il va seulement être utile si plein de femmes se font agresser et utilisent le même outil. Tu parles des plaintes de la justice, par exemple? Ouais, de la justice. Et tu vois, on n'est pas du tout dans les orageuses de Marcia Burnier où il y a vraiment une espèce de justice jubilatoire en groupe. On n'est pas dans les fins de... Ça finit pas très bien, les orageuses. C'est vrai que ça finit pas très bien. On n'est pas dans les BD de Myriam Mal qui sont toutes douces et qui donnent finalement pas tant de place que ça aux agresseurs. C'est quand même... pour moi, c'est quand même une fin qui traduit aussi la violence de la société, quoi. La seule chose que tu peux faire, c'est aller mettre ton nom dans un dossier en attendant que d'autres victimes arrivent. C'est dur, quoi. C'est dur. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Ce qui pose là encore des questions, je te réponds forcément littéraire parce que je ne veux pas répondre autrement sur cette chaîne, de narratologie, c'est que qu'est-ce que tu racontes quand tu peux rien faire? Bah ça, du coup. Bah, je trouve que ça répond bien à la question. Bah c'est hyper gentil, merci. Si c'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Je te dis un grand merci, Flo. Merci à toi. Je vous mets toutes les références en bas. Merci d'avoir regardé jusqu'ici cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.